Andel, est-ce que tu peux nous expliquer le contexte justement de ces sujets de l'optimisation du processus R&D par rapport à des objectifs de réduction du time to market chez les industriels de l'agroalimentaire? C'est des éléments vraiment importants dans un contexte très concurrentiel, donc je te laisse nous expliquer un petit peu tout ça. Oui, tout à fait. Je vais commencer la présentation avec le premier slide. Hop, pardon, voilà. Donc quelques chiffres un petit peu assez parlants sur l'agroalimentaire et l'innovation aujourd'hui en France. Il est vrai que l'agroalimentaire en France est un secteur dans lequel la concurrence entre industriels est assez importante, avec 3000 nouveaux produits chaque année pour attirer des clients curieux de découvrir ces produits. Ils représentent 64% de la population. Chacun essaie de se distinguer de l'autre en innovant, mais aussi en tentant de baisser ses prix. On constate, d'après l'ANIA, que l'industrie agroalimentaire est plus innovante que les autres secteurs d'activité. On voit 61% contre 53% en moyenne. Et 20% des IAA, des industries agro, sortent un nouveau produit chaque année. L'utilisation d'un outil de formulation doit pouvoir aider ces industriels à innover et à réduire leur time to market. Donc voilà un petit peu le contexte actuel. Donc effectivement, un contexte particulier lié au secteur d'activité de l'industrie agroalimentaire. Et maintenant, Andel, est-ce que tu peux nous expliquer les caractéristiques justement d'un outil de formulation comme tu as commencé à l'évoquer? Tout à fait. Donc, en effet, cet outil de formulation doit pouvoir aider les industriels à gagner du temps et à réduire leurs coûts d'innovation. Très rapidement, on doit être capable d'évaluer si un projet de développement d'un produit est réalisable ou non par rapport à un coût, par exemple, qu'on aurait imaginé ou que le client nous aurait demandé, et en calculant assez rapidement les caractéristiques réglementaires de ce produit. Donc là, on est vraiment dans le cœur du sujet, réduction des coûts, capacité d'innovation. Concrètement, dans le quotidien, comment est-ce que cela se traduit? Eh bien, avec l'outil de formulation que nous pouvons proposer et que je vous montrerai après lors d'une démo, on va partir d'une base de données dans cette application que vous, les utilisateurs, auront renseigné avec un descriptif assez global et le plus exhaustif possible de matières premières, d'emballage, et aussi cette base de données est accompagnée d'une bibliothèque, de deux bibliothèques, SICAL et USDA, qui vont permettre aussi aux utilisateurs de l'application de pouvoir s'inspirer de données nutritionnelles déjà renseignées dans l'application. Donc une base de données déjà renseignée en standard dans l'outil, puis ensuite amendable, on va pouvoir rajouter des éléments propres à notre façon de fonctionner au sein de notre société. Comment est-ce que du coup on va pouvoir créer facilement nos recettes? Eh bien, à partir de cette base de données, une fois qu'on a tous nos éléments premiers, on va pouvoir créer la recette qu'on veut dans l'application. Donc la recette, elle va se présenter sous forme d'un tableau qu'on va pouvoir exprimer en quantité nette ou en quantité mise en œuvre. Ça, c'est selon le choix soit de l'utilisateur, soit du secteur d'activité dans lequel il est. Ça, c'est vraiment assez personnel comme choix. On va pouvoir formuler sur un ou sur plusieurs niveaux, tout en appelant les différents composants qu'on choisit pour cette recette, donc les composants qui font partie de ma base de données initiale, et en intégrant tout un ensemble d'éléments. J'ai mis quelques exemples, des notions de perte ou de rendement qui peuvent être intégrées dans cet outil de formulation. Donc, très bien. Comment on peut évaluer justement les bénéfices immédiats lors de l'utilisation d'un outil de PLM et de formulation? Eh bien justement, une fois qu'on a fait notre recette, très bien, la recette elle est renseignée dans l'application, et maintenant qu'est-ce qu'on en tire? Quels bénéfices on va pouvoir récupérer de cette recette? Eh bien on va pouvoir calculer très rapidement tout un ensemble d'éléments.
Donc on va visualiser automatiquement le coût de revient de la recette. On va pouvoir générer la liste des allergènes, les valeurs nutritionnelles et la liste des ingrédients du produit en fonction des éléments que nous aurons renseignés sur chacune des matières premières. Très bien, donc avant qu'on passe vraiment maintenant dans l'outil qui s'appelle Kindle PIM, donc c'est l'outil de formulation de Kindle, donc on voit que grâce aux solutions de formulation, on va pouvoir réduire justement notre process au niveau de la R&D, grâce notamment à une base de données déjà alimentée sur les matières premières, les emballages. On va pouvoir aussi historiser nos recettes et puis venir modifier des recettes qui vont rentrer dans ce processus d'innovation. Donc on va gagner du temps, on va gagner du temps, on va gagner en efficacité aussi, parce que les données vont se retrouver à un seul et même endroit. Et l'outil va permettre de faire un ensemble de calculs, calcul des allergènes, calcul nutritionnel, la génération des éléments pour l'étiquetage INCO. Donc on verra ces éléments-là avec Andène tout à l'heure. Moi j'ai en tête effectivement un point intéressant, c'est on a une société qui est utilisatrice donc des solutions du PIM Kindle, qui est, pour pas le citer, Marie Morin. Si vous êtes gourmand, vous connaissez dans les rayons frais les produits Marie Morin. Et en fait, le directeur de l'innovation chez Marie Morin m'expliquait qu'il a réussi à multiplier par 2 sa capacité d'innovation sur un an grâce justement à ces outils de formulation et donc à ces outils de PIM Kindle. Voilà. C'était pour imaginer un petit peu aussi le sujet. Andène, je te laisse passer maintenant dans l'application et nous montrer concrètement à quoi ressemble cet outil de formulation Kindle. Donc, à gauche, je visualise tout un ensemble de répertoires que nous avons créés, nous Kindle, mais qui est complètement ouvert aux clients, c'est-à-dire que chacun peut se créer sa propre arborescence de rangement. Ça ressemble un petit peu à un classement sur un ordinateur, un explorateur Windows par exemple. Là, je vais vous montrer donc ma base de données initiale, c'est-à-dire que sous mon répertoire article, j'ai créé un répertoire emballage, un répertoire matières premières, un répertoire kit d'emballage, et puis au-dessus, j'ai des semi-finis là, et puis un répertoire produits finis. Dans mon répertoire matières premières, j'ai tout un ensemble donc, de matières premières, donc j'ai la liste qui s'affiche ici, j'en ai à peu près 80 en total, et je vais vous en montrer une que j'ai mise dans mes favoris, qui est par exemple un jambon, sur lequel je vais décrire tout un ensemble de caractéristiques qui vont m'être utiles pour pouvoir formuler et pour pouvoir les utiliser dans le cadre de la formulation d'un produit. Donc sur mon onglet description, j'ai tout un ensemble d'onglets ici qui vont récupérer des données qu'on a classées selon des règles propres à l'agroalimentaire. On a rangé des allergènes avec les allergènes, la logistique avec la logistique. Là, j'ai un onglet de description, par exemple, qui va donner des grandes idées. Ici, je renseigne la déclaration d'étiquetage. Donc, ce jambon cuit supérieur, dans ma liste des ingrédients sur mon produit fini, je vais retrouver le nom jambon cuit. Le prix du jambon, il coûte 12 € au kilo. Voilà, ces deux données-là sont des exemples assez précis de ce que je vais pouvoir exploiter derrière dans mon produit fini. Dans l'onglet caractéristiques, je vais retrouver aussi tout un ensemble d'éléments. Donc, comme je vous disais, j'ai des allergènes, des nutriments, des données organoleptiques, physico, microbio, logistiques. Allergènes et nutriments vont être exploités directement dans le cadre d'une formulation. Organoleptiques, physico, microbio et logistiques sont plus propres à une matière première et ne sont pas exploitable directement dans une recette, contrairement aux allergènes et aux nutriments. Donc là, pour les allergènes, j'ai déclaré que dans mon jambon, par exemple, j'ai du lait, j'ai une présence induite de lait. Pour le reste, j'ai rien du tout. Pour le céleri, j'ai rien renseigné. Donc j'ai pas de crustacés, j'ai pas d'œufs, j'ai pas déclaré de contamination croisée fournisseur pour ce produit. Dans les nutriments, je vais déclarer tous les nutriments qui vont m'être nécessaires, qui sont obligatoires d'ailleurs dans le règlement INCO et que je vais pouvoir utiliser ensuite dans ma recette. Donc j'ai déclaré
j'ai renseigné manuellement les données de matière grasse, les glucides, etc. Et j'ai des calculs automatiques qui se font sur la tolérance, par exemple. Donc voilà pour l'exemple des matières premières. Je vais renseigner initialement tout un ensemble de données sur toutes les matières premières que je vais vouloir utiliser dans mes recettes. Et je peux aller aussi récupérer des informations. Si j'ai pas de données matières premières, aller chercher des informations dans ma bibliothèque. Par exemple, je vais aller sur la base SQL, où je vais pouvoir retrouver, je vais prendre le premier qui est de l'abricot, où je vais pouvoir retrouver les données nutritionnelles liées à l'abricot. Donc voilà, il y a beaucoup de glucides. Ce sont des bases réglementaires, j'imagine que vous les connaissez. La limite de ces bases-là, c'est qu'elles vont remonter uniquement des données nutritionnelles. On n'a pas de données allergènes, par exemple. Donc, de toute façon, la formulation sera un petit peu limitée. Mais ça peut être un point de départ lorsqu'on n'a pas les matières premières. Donc, ça y est, j'ai renseigné ma base de données de matières premières et d'emballage que je veux utiliser et exploiter. Oups, pardon, je suis pas au bon endroit. Et maintenant, je vais créer ma recette. Ma recette de produit. J'ai créé volontairement, j'ai déjà commencé à créer un sandwich jambon crudité que j'ai déjà commencé à renseigner et qu'on va renseigner ensemble ensuite pour que je vous montre comment ça fonctionne. Donc là, tu retrouves le début de ta recette. C'est ça, que j'ai déjà initialisé pour gagner un petit peu de temps, mais on va faire ensemble quelques manipulations pour que vous voyez comment ça fonctionne. Donc de quoi est constitué ton sandwich? Alors déjà, dans un premier temps, je tombe sur un tableau dans mon onglet composition qui affiche tout un ensemble de colonnes. Ces colonnes vont pouvoir être enrichies ou en enlever. Donc j'ai beaucoup de colonnes ici qui, en fonction de ce que je veux formuler, pourraient m'être utiles. J'ai décidé pour le moment de vous montrer celles-ci qui sont les plus importantes et le point de départ. Donc je vais renseigner finalement une nomenclature ici. Et puis, je vais saisir une quantité et une unité dans ces deux colonnes-là. Le reste va se calculer automatiquement en fonction de ce que j'aurai renseigné. Donc, mon sandwich que je vais renseigner et enrichir, il est constitué de plusieurs choses. Donc, j'ai créé une phase. Une phase, c'est un ensemble d'éléments qui va être disponible pour le produit sur lequel je suis en train de fabriquer l'arborescence, la nomenclature. La garniture qui est créée ici, qui est constituée à la fois de jambon, parce qu'on voit bien qu'il y a une indentation, de mayonnaise et puis d'autres choses. Cette garniture-là, elle sera valable uniquement pour mon sandwich jambon crudité. Contrairement à un autre type d'article, qui va être mon article semi-fini, ou encore appelé formule, qui lui est un article qui est enregistré dans la base de données, qui est stocké dans la base de données et que je vais pouvoir exploiter dans plusieurs produits finis. Donc là, volontairement, je vous montre les deux pour que vous voyez comment ça fonctionne. Donc j'ai déjà mon sandwich jambon crudité initialisé avec une garniture qui elle-même est composée de jambon, puis de mayonnaise qui elle-même est composée d'huile, de moutarde, de vinaigre, etc. etc. Et je vais rajouter plusieurs lignes pour continuer ma recette de sandwich jambon crudité. Donc ici, je vais me remettre à un niveau supérieur. Donc je remonte mon indentation. Ici. Des crudités qui font partie de la garniture. Je vais vous montrer autrement. Hop, on va le faire au fil du temps. C'est plus visuel. Hop. Voilà, donc j'ai mes crudités. Et je vais leur rajouter, elles, sous mes crudités, sous la phase crudité. Mon ensemble de crudités, c'est de la salade iceberg, que je vais aller chercher dans ma base de données, et aussi
de la tomate fraîche. J'ai aussi dans cette recette du pain de mie, évidemment, que je vais mettre non pas au même niveau que la mayonnaise et les crudités. Mon pain de mie ne fait pas partie de la garniture. Il va remonter encore d'un niveau. C'est la recette 0010 que j'ai déjà renseignée dans mon application et que je vais pouvoir récupérer directement. Et j'ai deux derniers éléments qui vont être des éléments d'emballage. Donc une barquette et du film primaire. Donc je tape un code ou je tape un début de libellé et le système va me chercher directement ce qu'il trouve dans l'application. Voilà, donc là j'ai créé la nomenclature, j'ai supprimé la dernière ligne qui est peu utile, et je vais renseigner les quantités qui sont manquantes. Ici, je vais utiliser 30 grammes de crudité pour fabriquer mon sandwich jambon crudité. Donc en ajoutant ces 30 grammes, on a augmenté la quantité totale de la phase garniture. J'ai pour le moment 26 grammes, 30 grammes, et au fur et à mesure que je renseigne ces données, la quantité de garniture donc c'est augmenté. Je vous montre le renseignement de ma phase crudité. J'ai mis 75 grammes de salade et 25 grammes de tomates, qui a fait un ensemble de 100 grammes, qu'on voit ici, qui s'est calculé tout seul. Mais dans mon produit, j'ai décidé de mettre 30 grammes. Voilà. Donc je peux faire un batch plus important que ce que je vais décider de mettre finalement dans mon produit fini. Et puis j'ai 70 grammes de pain de mie. Automatiquement, la quantité de mon produit fini c'est enrichi et j'arrive à mes 150 grammes de sandwich. Je peux déclarer des différentes unités. Donc l'huile de colza, je l'ai exprimée en millilitres, ainsi que le vinaigre. Le reste se fait, je les ai formulés en grammes. Je vais utiliser une barquette thermoformée et une unité de film primaire. Vous avez pu constater, si vous avez regardé l'ensemble des colonnes, que toutes les colonnes bougeaient au fur et à mesure que je renseignais des données ici. Dans cette colonne-là, j'ai donc un pourcentage de quantité nette dans la phase, c'est-à-dire que, pour prendre cet exemple précis, pour la salade iceberg par exemple, j'ai 75% de salade iceberg représentée dans mes 100% de crudité. Pour autant, étant donné que je n'ai mis que 30 grammes de crudité, cette salade iceberg va représenter au final plus que 10,7% dans mes 100% de produits finis. Donc j'ai bien une différence entre ces deux colonnes si je veux voir ce que ça représente dans chacun de mes niveaux ou directement dans le produit fini. Ici j'ai la colonne prix de mes matières premières. Donc les prix qui sont ici, ce sont les prix qui ont été récupérés directement de ma base de données. Donc on verra pour le jambon par exemple, qui fait 12 grammes, je vous montrerai sur la fiche article, avec l'unité exprimée. Et on voit d'ailleurs ici que l'unité exprimée, elle était en litres pour l'huile de colza. Pour autant, moi j'ai voulu utiliser des millilitres dans mon application, donc le système a fait une conversion automatiquement pour pouvoir m'exprimer le coût de cette matière première dans mon produit fini, dans mes 150 grammes, et le coût dans 1 kg de mon produit fini. Donc je vois ici, alors évidemment c'est une recette fictive, hein, les coûts ne sont pas forcément très parlants. Mon sandwich jambon crudité de 150 grammes, il coûte ce prix-là, et au kilo, il coûte ce prix-là. Ce qui est intéressant, alors je vais enregistrer
ma recette. Ce qui est intéressant aussi dans ce type de formulation, c'est que je vais vous montrer une autre colonne, je peux ajouter une colonne qui va pouvoir m'indiquer immédiatement ce que représente chacun de mes éléments dans ma recette. Je constate assez rapidement que ce qui me coûte très cher aujourd'hui dans ma recette, c'est bien le jambon, qui représente 53% du coût. Ce qui est intéressant justement d'avoir ça directement en visu, c'est de pouvoir jouer soit sur les quantités, donc je vais refaire une modification, soit jouer sur les quantités, soit me dire carrément, bah non, mon jambon cuit supérieur MP001, il est vraiment trop cher, je vais utiliser une autre matière première. Donc d'abord, je vais peut-être réduire le jambon, je vais en mettre 35 grammes finalement. Il faut que je complète autre chose, je vais mettre plus de maillot pour aller à 112. Est-ce qu'on peut mettre un petit peu plus de crudité, par exemple, parce que aujourd'hui on voit une tendance sur des produits un petit peu plus sains, j'ai envie de dire, avec plus de légumes, donc notamment parce qu'on le verra tout à l'heure, des indices de Nutri-Score. Donc là, peut-être qu'on peut augmenter notre salade et nos tomates dans notre sandwich. Tout à fait. Alors, je ne vais pas mettre 56, je vais retourner à 112, donc 51. Hop. Voilà, donc j'ai mis en effet, j'ai mis plus de 20 grammes, en plus 20 grammes de crudité. J'ai réduit un petit peu, quand même de 15%, presque 15%, ce que représente le jambon dans mon produit. Je peux faire ça, ou bien je peux aussi, alors je vais enregistrer. Donc on a vu que le coût avait changé, le coût de mon produit, et le coût d'ailleurs il a baissé, parce que j'ai mis moins de jambon, c'est plutôt logique, et le coût au kilo, mais je peux aussi carrément changer ma matière première. Alors, je vais repasser en modif. Ah. J'ai perdu le réseau. Je vais rajouter une ligne. Je vais appeler un autre jambon, qui est la MP 137-172, qui est un jambon standard, qui lui coûte nettement moins cher. Il est à moins de 4 euros 4 euros du kilo inférieur de l'autre. Je vais mettre les mêmes quantités. J'ai supprimé celui-là. J'aurais pu remplacer, hein, là je vous ai montré juste pour voir la différence. Et là j'ai encore réduit considérablement mon coût. Donc je peux jouer avec l'outil de formulation, en tout cas le tableau pour le moment, me permet de voir déjà immédiatement si je suis dans les clous du coût attendu sur ce type de recette. Donc je termine ma recette là-dessus. On va dire que voilà, au niveau des coûts, c'est ce que j'attendais. Et maintenant, je vais pouvoir générer tout un ensemble d'éléments, comme je vous disais tout à l'heure, des allergènes, le calcul des allergènes, le calcul des nutriments, et puis la liste des ingrédients. Donc les allergènes, je vais les calculer. J'ai un petit bouton qui me permet de lancer le calcul. Je me rends sur l'onglet caractéristiques. Et là, je vois que dans ma recette, donc les allergènes ont bien été calculés. En présence induite, j'ai de la moutarde qui a été apportée par la matière première moutarde. Donc le système me dit quel élément m'a apporté l'allergène. J'ai du gluten et des sulfites apportés par ces matières premières-là, avec la déclaration en quantité, comme c'est demandé aujourd'hui. Voilà, donc j'ai ma liste finale des allergènes qui vont être présentes sur mon produit. Donc je vais pouvoir voir très vite si je m'étais mis une contrainte par exemple, parce qu'on peut formuler sous contrainte aussi. Si je m'étais mis une contrainte de dire je ne veux pas de lait dans ma recette, ben là en l'occurrence en effet je n'ai pas de lait. Je peux calculer les nutriments. Et l'onglet nutriments, voilà. J'ai renseigné
Une valeur de ma portion qui représente 150 grammes, puisqu'un sandwich, c'est une portion. Si c'était une part de pizza, ça aurait été quelque chose d'inférieur à la pizza globale, évidemment. Donc là, c'est les 150 grammes de ma portion. Et j'ai tout un ensemble de calculs qui a été fait à partir des valeurs nutritionnelles déclarées sur chacun des ingrédients. Avec cette portion, je vais pouvoir aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire que je sais que pour 100 grammes, mes valeurs nutritionnelles sont celles-ci, et pour 150 grammes, ça fait ça. Pareil, le système a calculé automatiquement les apports journaliers pour 100 grammes et les apports journaliers recommandés par portion en fonction des éléments que le système a récupérés et la valeur de la portion. On peut aussi calculer le Nutri-Score, qui est un sujet qui avait été abordé dans dans le WebSem précédent. Et on voit, alors je l'ai pas relancé avec la modification qu'on a faite précédemment, en rajoutant un petit peu plus de crudité, mais on voit qu'avec une quantité de fruits et légumes déclarés dans ma recette qui représente 21 grammes, j'ai un indice qui est C. Donc voilà, ça me permet de me positionner sur le secteur sur lequel je souhaite aller. C'est un point important pour aujourd'hui les industriels, notamment qui sont fournisseurs de la GMS. On voit qu'il y a des grands acteurs de la GMS qui se sont engagés en signant la charte en fait de l'application du Nutri-Score. Et donc on va avoir, je pense, un phénomène de formulation sous contrainte avec des indices d'atterrissage sur le Nutri-Score. Donc en fait cet outil va permettre au service R&D de formuler déjà plus rapidement et aussi en tenant compte de l'atterrissage de l'indice Nutri-Score d'une recette. Donc ici automatiquement on va pouvoir visualiser très rapidement l'atterrissage de l'indice. Le système m'a permis aussi de calculer automatiquement les allégations nutritionnelles que je pourrais étiqueter sur mon produit en fonction des résultats qu'il a trouvés et qu'il a calculés sur les valeurs nutritionnelles. Voilà, donc ça c'était pour les nutriments. Et la dernière chose, c'est le calcul de la liste des ingrédients de mon sandwich jambon crudité. Donc j'arrive sur mon onglet étiquetage, et là, rapidement, je ne vais pas vous détailler l'intégralité des propositions, mais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. On a 3 types de propositions d'étiquetage de liste des ingrédients, par phase éclatée et par regroupement. Par phase, ça veut dire qu'on va respecter exactement la liste des ingrédients telle qu'elle a été décrite dans la nomenclature. Donc j'ai bien de la garniture qui est elle-même composée de crudités, qui est elle-même composée de salade, de tomates, etc. etc. Dans chacune de ces propositions de déclaration d'ingrédients, je vais voir évidemment les allergènes que je dois étiqueter, qui ont été mis en avant d'ailleurs dans la liste des ingrédients. La version éclatée, c'est les matières premières, les unes derrière les autres, sans notion de phase, sans notion de semi-fini, évidemment dans l'ordre décroissant. Je peux afficher, si je le souhaite, là je l'ai pas fait, ça pourra faire l'objet d'un autre web séminaire plus précis sur la liste des ingrédients. Je peux afficher les pourcentages de certains éléments si je le souhaite, ou de tous les éléments. Et puis par regroupement, c'est un choix de regrouper différemment les éléments que je veux étiqueter sur mon produit, sur le carton ou l'étiquette de mon produit, par rapport à ce que j'ai déclaré dans ma nomenclature. Voilà, on peut avoir un découpage dans la nomenclature qui peut être différent de ce qu'on veut réellement regrouper au final. Donc voilà, je choisis une des déclarations d'ingrédients que j'ai générées. J'ai cliqué donc sur ce bouton-là, communiquer sa liste d'ingrédients, et sur l'onglet information d'étiquetage, je vais retrouver tout l'ensemble des éléments dont je vais avoir besoin pour pouvoir étiqueter mon produit fini. Donc je lui avais donné un nom, une dénomination légale, il fait 150 grammes, il vient de France, c'est une DLC de 6 jours. J'ai récupéré ma liste des ingrédients. Je peux, si je le souhaite, l'ajuster, ça reste une proposition, donc je peux l'ajuster, peut-être ne pas mettre en grammes et faire apparaître différemment
les allergènes si je le souhaite. J'ai les allergènes d'ailleurs qui ont été récapitulés dans la section allergènes, et puis je peux déclarer comment l'utiliser, comment le conserver. J'ai mon indice Nutri-Score qui revient, les résultats nutritionnels, et puis voilà, tout un ensemble d'éléments qui peuvent m'être nécessaires pour pouvoir étiqueter mon produit fini. Toutes ces informations sont compatibles et répondent au règlement INCO. On s'est justement focalisé d'abord sur ce point-là, de manière à ce que les étiquetages proposés par notre logiciel soient réglementaires et apportent tous les éléments que le règlement impose et oblige sur vos étiquettes. Donc les nutriments, les allergènes, les ingrédients de telle manière, etc. etc. Voilà pour la démonstration. Moi j'ai terminé ma démonstration en voyant voilà, ce que je vous ai montré là. On constate que assez rapidement, en quelques minutes, après évidemment il y a toute la réflexion en amont à avoir, mais en quelques minutes je peux récupérer tout un ensemble d'éléments générés par mon application sur un produit que je souhaite sortir bientôt sur le marché. Et cette étape de formulation est assez rapide pour pouvoir me décider facilement si je peux continuer ou pas le développement de mon produit. Très bien, merci Andène. Donc là, on vient de voir avec toi que très rapidement, on peut trouver des gains de productivité justement dans cette phase de formulation. On pourrait presque aller plus loin maintenant qu'on a notre recette finalisée, qu'on a généré donc les calculs, la liste d'ingrédients, l'atterrissage de l'indice Nutri-Score. On pourrait presque aller jusqu'à cette notion donc de packaging. J'ai envie de dire passer maintenant le relais au niveau du marketing pour aller justement sur ce sujet du packaging. D'ailleurs, ça fera l'objet d'un autre web séminaire justement où nous allons nous focaliser plus sur ces notions de packaging avec les échanges avec donc le service marketing, mais aussi vers l'extérieur, vers les agences de design et autres en fait pour pouvoir justement construire le packaging. Exactement. Alors, la société Kindo, nous sommes éditeurs de solutions PIM et PLM, donc le PIM pour l'information et le management de l'information produit, et le PLM pour la gestion du cycle de vie du produit. Donc là, nous étions dans l'environnement PLM avec Andène ce matin, c'est de voir, par exemple sur un brief marketing, comment on va pouvoir formuler notre recette, valider cette recette, générer l'ensemble des calculs qu'on vient de voir. Donc notre cœur d'activité, il est bien axé sur le référentiel de vos produits. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important, c'est le référentiel de vos produits. On va parler également de GED parce que notre outil va permettre de générer un ensemble de documents liés à vos produits. On va parler notamment de la fiche technique, voilà, un exemple très simple. Et puis du DAM. Alors le DAM, c'est l'ensemble des éléments médias qui vont venir ajouter une valeur à vos produits, donc des photos de vos produits, des vidéos d'utilisation de vos produits. Donc on va être en capacité de gérer aussi bien des documents liés à vos produits que des éléments médias. Notre outil se veut être un portail collaboratif. L'idée, c'est qu'on va justement décloisonner un petit peu les services au sein même des structures. On veut vraiment que la R&D, le marketing, la qualité des achats travaillent vraiment de concert pour pouvoir centraliser justement l'ensemble des informations, le référentiel de vos produits. Et donc, nos solutions s'adaptent parfaitement au métier donc, des industriels de l'agroalimentaire, mais également de la grande distribution. Ici, je vous ai représenté schématiquement le flux d'informations qui peut être traité au niveau de nos solutions, donc PIM PLM. L'environnement PLM peut être alimenté depuis vos bases de données type ERP directement, via des imports Excel, parce que vous utilisez, je suppose, Excel aussi pour ces phases de formulation. C'est ce qu'on constate très régulièrement aujourd'hui. On peut intégrer donc des images, je vous l'ai dit. On peut également, comme le disait Andène, faire de la saisie directement de vos matières premières. Les équipes peuvent venir saisir vos matières premières. Et puis, on peut également demander à vos fournisseurs
de venir renseigner les éléments de leurs produits que vous allez pouvoir utiliser ensuite dans votre PLM. Le PLM, on l'a vu avec Anden ce matin, c'est un outil de formulation, mais pas que. On va pouvoir également intégrer des notions de suivi de gestion de projet, des notions de qualité, et on l'a évoqué aussi, de packaging. Une fois que les informations vont être validées via des processus de workflow au niveau du PLM, on va pouvoir publier nos informations dans un environnement qu'on va appeler PIM. Le PIM, c'est le coffre-fort de vos données. C'est ce qui va ensuite permettre aux équipes de diffuser de l'information. Vous allez pouvoir diffuser de l'information en interne, par exemple pour le service commercial, mais également en externe si vous avez un site web, un site marchand sur vos produits, vous allez pouvoir mettre à disposition du site marchand l'information et le référentiel de vos produits, ou alors diffuser, encore une fois, via les plateformes GS1 par exemple, pour les drives de la grande distribution. Donc des éléments vraiment importants aujourd'hui à l'heure où nous sommes. Ici, je vous présente quelques références clients utilisateurs des solutions du PLIM Kindu, donc le PLIM étant la construction du PLM et du PIM voulu par Kindu. Alors, nous travaillons avec un réseau de partenaires intégrateurs. Notre métier est bien d'être éditeur et nous avons donc des partenaires intégrateurs qui eux vont apporter la valeur ajoutée dans la phase d'intégration, de paramétrage et de formation des utilisateurs. Donc aujourd'hui, on compte 3 partenaires intégrateurs. On peut citer VIF, qui se trouve à Nantes, Foodinov également à Nantes, et Viveris, qui est un acteur national qui a des bureaux, 8 bureaux partout sur le territoire français. Quand on voit ces références, on se dit qu'effectivement, nos outils répondent parfaitement aussi bien à des profils de type PME, petite structure, qu'à des grands groupes et des grands acteurs du marché français. On veut également une orientation à l'international. Nos outils sont effectivement traduits en multilangue, donc on intervient aujourd'hui dans des secteurs et dans des pays européens. Vous pouvez d'ores et déjà noter le prochain web séminaire qui aura lieu le 15 décembre 2017. Donc, ce qu'on veut également instaurer, c'est une certaine récurrence, cette prise de parole de Kindu sur ses outils et ses services. Donc, le 15 décembre 2017, de 11h à midi, nous allons rentrer effectivement, encore une fois, sur cette notion de PLM. Qu'est-ce que c'est? Quels sont les avantages? Quels bénéfices en tirer? Quel usage au quotidien de l'utilisation de ces outils PLM? Vous pouvez nous contacter directement, soit par mail, soit par téléphone, que ce soit moi directement, Gwénolé ou Anden. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, LinkedIn ou Twitter. Voilà, nous avons été ravis de partager cet instant avec vous. Merci, au revoir. Merci, au revoir, à bientôt.